OK. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire commun Unitrad SFJRO. Je suis le Dr Sébastien Guillard pour Unitrad et aujourd'hui nous allons parler d'un cas d'usage d'utilisation des données de vie réelle avec Monsieur Hugo Crochet de la direction du système d'information du Centre Raymond Bérard. Pour rappel, l'objectif pour Unitrad, c'est de présenter le présent et le futur de l'exploitation des données de vie réelle pour susciter des projets au niveau de la communauté des radiothérapeutes et de la radiothérapie en général. 3 interventions se sont succédées et se succèdent au niveau, par des professionnels de la donnée. Monsieur Yaran Lézé a commencé avec l'Institut Bergonié pour une introduction générale, suivi par Monsieur Julien Guérin qui a présenté la superbe structure mise en place à l'Institut Curie. Et aujourd'hui, nous allons écouter Monsieur Hugo Crochet autour d'un cas d'usage par le Centre Raymond Bérard. Ces replays sont et seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Unicancer avec le mot-clé Unitrad. Donc aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un cas d'usage de machine learning multicentrique avec du federated learning qui a permis de prédire la réponse histologique à la chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers du sein triple négatif localisés. C'est paru dans Nature Medicine à la fin de l'année dernière avec un impact facteur de 35, ce qui est très élevé. À titre de comparaison, Joël Castelli va publier dans JAMA Oncologie très prochainement les résultats d'un essai thérapeutique de phase 3 randomisé de radiothérapie adaptative dans les cancers ORL, qui est à peu près du même niveau en termes de valorisation au niveau de l'impact factor. Les auteurs sont de 4 centres Unicancer, le Centre Léon Bérard, l'Institut Curie, l'IUCT à Toulouse et Gustave Roussy, ainsi qu'une medtech qui est Hawkin. Un mot d'introduction sur le traitement des cancers du sein triple négatif localisés. On débute par une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie qui permet de séparer les patientes en 2 cohortes. Les patientes avec une réponse complète histologique, elles bénéficient d'une survie longue avec malheureusement souvent des séquelles de la chimiothérapie. Les patientes qui ont une réponse incomplète à la chimiothérapie néoadjuvante ont un mauvais pronostic. Se pose alors la question de la poursuite des cytotoxiques ou l'inclusion dans l'essai thérapeutique avec de l'immunothérapie ou éventuellement des inhibiteurs de PARP. Donc l'intérêt au diagnostic d'avoir un outil de prédiction de la réponse permettrait de séparer ces 2 groupes de patientes à la prise en charge avec, pour les patientes bonnes répondeuses, une chimiothérapie néoadjuvante avec une désescalade thérapeutique pour maintenir la réponse complète. Le gain par rapport à la situation actuelle serait une survie longue avec moins de séquelles. Pour les patientes chez lesquelles on prédirait une mauvaise réponse, on pourrait leur proposer des essais spécifiques. Le gain par rapport à la situation actuelle serait d'éviter une chimiothérapie néoadjuvante entre guillemets inefficace, toxique et longue. Donc, les équipes, les auteurs ont tenté de faire un algorithme de prédiction pour guider cette décision. Algorithme qui, même s'il était très performant, bien sûr, serait à valider dans le cadre d'un essai thérapeutique. Donc, première étape pour créer cet algorithme, c'est de créer des bases d'apprentissage avec des entrepôts de données cliniques et puis des lames histologiques de biopsie numérisées. Ensuite, sont créées les cohortes avec 2 parties, une partie pour l'apprentissage et une partie pour le test. Et ensuite, on peut entraîner dessus des modèles de deep learning. Ce travail a été réalisé en parallèle au Centre Léon Bérard et à l'Institut Curie. Les 2 modèles ont appris sur chacune des bases d'entraînement. Et ensuite ont été sortis des établissements pour être agrégés au niveau d'Hawkin, puis renvoyés pour des nouvelles itérations d'apprentissage dans les périmètres des centres anti-cancer. Une fois que ça a été fait un certain nombre de fois, le modèle stabilisé qui a appris par cette méthode de federative learning a été appliqué sur des biopsies et validé sur des cohortes indépendantes à l'IUCT à Toulouse et à Gustave Roussy. Quelques résultats parmi les nombreux de cet article qui est vraiment extrêmement intéressant. Le principal, c'est que le modèle fédéré est plus performant que les modèles locaux, mais il n'est actuellement pas utilisable en l'état vu ses performances pour une décision clinique. Quand ce modèle a été appliqué au niveau des biopsies, il a été interprétable. Ça veut dire ça a permis de retourner sur les zones de biopsie d'intérêt et les pathologistes ont retrouvé sur ces zones des facteurs connus comme la présence d'infiltrats lymphocytaires, la présence de nécrose et d'autres facteurs histopronostiques et a permis d'identifier de potentiels nouveaux facteurs comme des cellules tumorales discoïsives et d'autres caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les résultats et je vous invite vraiment à lire cet article qui est absolument passionnant. Aujourd'hui, M. Crochet va nous présenter le rôle de la direction informatique qui a quand même permis de faire travailler en réseau 4 centres anti-cancer avec tous les corps de métier impliqués dans cette recherche et une start-up.
C'est un travail qui est très souvent méconnu des cliniciens et je suis ravi de le porter à la connaissance de la communauté de la radiothérapie. Ça nécessite un temps humain extrêmement important et ça a mobilisé des compétences très rares et très recherchées actuellement sur le marché du travail. Voilà, donc j'ai fini mon introduction et je passe la parole à Monsieur Crochet, que je remercie encore pour son intervention. Bonjour à tous, un grand merci pour l'invitation et pour l'organisation de ces webinaires et pour nous donner l'occasion de partager ce qu'on a fait autour de ce projet-là et plus globalement de l'organisation data au Centre Léon Bérard. Donc le projet Hawkin, il s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Substrat. C'est pour ça que vous avez énormément de logos ici. Il y avait en fait des projets sur d'autres pathologies, sur lesquelles le CLB n'était pas impliqué. Tout ça, c'était financé par la BPI. Mais aujourd'hui, on va parler que de la partie cancer du sein qu'a présenté Sébastien. Avant qu'on zoome vraiment sur ce projet de recherche, juste pour vous donner des grandes idées, au CLB, on a 300 000 dossiers patients informatisés qui comprennent en gros 12 millions de documents, avec un certain nombre de documents qui arrivent en plus chaque année. Tout ça est envoyé au moteur de recherche qu'on sort, qui fait de la structuration automatique à partir des comptes rendus et des données structurées. On a un projet dans le cadre du PMS pour structurer et fiabiliser les données avec 3 axes. Le premier prioritaire, c'est qu'on veut que 95% des patients qui passent une porte, qu'ils aient une fiche tumeur remplie avec les données de base du cancer. Quel est le cancer? Quelle est la morphologie? Quels sont les biomarqueurs importants dans le cadre du cancer du sein, HER2, RE, PR et ce genre de choses-là. On veut que ce soit rempli pour tout le monde. Et pour aider ça, parce qu'on sait que les cliniciens n'ont pas beaucoup de temps, on met de l'IA pour essayer de lire les comptes rendus et de suggérer de la donnée et qu'il n'y ait plus qu'à la valider plutôt que de devoir la saisir. Le deuxième axe, qui est plutôt sur la gauche, c'est d'élargir le périmètre des données interconnectées, structurées et requêtables. Ça veut dire être capable d'aller intégrer un pool de données communs, des données pour lesquelles on n'avait pas accès à date. Donc, il y avait l'imagerie. Au début, on ne pouvait pas faire une requête croisée entre données cliniques et imagerie. Maintenant, on peut. La radiothérapie est bien sûr un sujet, parce que pour l'instant, c'est dans un endroit séparé du système d'information et on ne peut pas faire une requête qui mélange données cliniques et données de radiothérapie de façon très précise pour l'instant. Le troisième axe, c'est de rendre ces données-là aux chercheurs et aux cliniciens facilement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet de recherche qui dit « sortez-moi toutes les données que vous avez juste », et ben on veut essayer de les sortir et on les sort sur un modèle de données qui est Osiris, dont vous avez parlé, Iran, la dernière fois. Rapidement, comment on est organisé au CLB autour des data depuis 2020. Donc à l'époque de l'article dont je vais vous parler, il n'y avait pas encore cette organisation-là. Donc je m'occupe de la direction du système d'information, qui comporte un pôle infrastructure et un pôle développement informatique interne. On a des relations très proches avec un médecin référent data dossier patient, qui est le docteur Pierre-Étienne Udel. Et on a une data factory, dans laquelle on a un data manager qui est en train de recruter des ARC, un data scientist qui fait du NLP, et 2 développeurs data ingénieurs encadrés par un développeur plus senior qui est à 50% sur cette équipe-là. Le gros avantage qu'on a au CLB, c'est que cette équipe elle est intégrée à la direction du système d'information et donc on a des relations très proches entre ce qui est de la clinique et ce qui est de la recherche. Si on va maintenant sur le projet que Sébastien a présenté, les objectifs de ce projet, c'était de faire une preuve de concept des déploiements de la technologie Substrat d'apprentissage fédéré dans les hôpitaux. C'était vraiment à la base un projet technique, mais ils voulaient, et c'était une très bonne idée de leur part, avoir un projet scientifique qui mette en valeur l'intérêt de la technologie. Donc ça a été validé et publié sur des données hospitalières et ils ont mis en place un cadre de validation de résultats. C'est un projet qui a été très long, puisqu'il s'est étendu de 2017 à 2023. Donc, si on zoome un petit peu, en fait, 2017, on a eu des premiers projets avec Hawkin, avant celui-ci, qui ont permis de commencer à installer l'infrastructure Hawkin au CLB, de se connaître, de se faire confiance. On sait que c'est important dans un projet de recherche d'avoir une confiance entre les acteurs. Ensuite, en 2018, le projet HN, il a vraiment commencé en lui-même avec la signature du projet, le financement par la BPI. 2019, ça a été l'année d'installation technique, parce qu'on avait déjà une installation, mais il a fallu l'adapter, l'agrandir, la modifier, et de numérisation des labs, qui est bien sûr un énorme travail, et de préparation des données cliniques. 2020, il y a eu la partie plutôt scientifique, data scientist fait par Hawkin, des premiers résultats sur le CLB et Curie. Dès 2021, on s'est rendu compte qu'au moment de publier, pour publier dans un magazine à haut impact factor, il fallait des cohortes de validation externe.
Donc, 2022 a été l'année de recherche de ces... on a commencé à chercher en 2021 et en 2022, on a fait l'analyse des cohortes externes. Il a fallu installer un serveur à Gustave Roussy et à Toulouse s'ils n'en avaient pas encore. Voilà, il y a eu tout ce travail-là pour enfin pouvoir publier, et cette publication a été faite en janvier 2023 dans Nature Medicine. C'est un projet qui, comme quasiment tous les projets d'IA au CLB, implique beaucoup de monde. Bien sûr, les cliniciens oncologues, Dr Odel qui a piloté le projet, les médecins pathologistes parce qu'ils sont beaucoup investis pour numériser les lames, pour sélectionner des lames qui n'étaient pas numérisées, choisir la bonne lame à numériser et la faire numériser par les techniciens de laboratoire d'Anapat. Mais aussi des choses qu'on voit peut-être moins, une direction juridique pour avoir un contrat qui sécurise tout le monde sur ce projet-là, le délégué à la protection des données pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi sur ces sujets-là, la DSI, puisqu'il y a une forte dimension infrastructure et sécurité, la Data Factory, puisqu'on avait un ingénieur data qui a fait plein de choses, on verra après ce qu'il a fait en direct, et puis la direction de la communication, puisque c'était un projet sur lequel on a communiqué assez largement. On revoit une vue d'ensemble du réseau Substrat qui a été présenté précédemment. Donc, si on focus sur l'Institut Curie, ils ont fourni des lames de 427 patients, 427 lames pour 419 patients et des données cliniques associées. Et au Centre Léon Bérard, on avait des lames de ces patients, on avait 99 patients et 102 lames. Et donc, les données sont encore une fois restées chez nous et c'est uniquement l'algorithme qui a voyagé. L'avantage de ça par rapport à une approche classique qui consisterait à prendre toutes les données et à les mettre dans un entrepôt de données centralisé, c'est que ça évite de sortir les données de l'hôpital. Donc ça, d'un point de vue RGPD, c'est quand même plus simple. Ça évite ça limite les risques de perte de données. En revanche, d'un point de vue complexité, c'était beaucoup plus important, puisqu'il a fallu que Hawking développe des outils qui permettent à leurs data scientists d'accéder à des données qui sont via le serveur qui est installé dans chaque centre. Il a fallu travailler avec les équipes techniques pour installer un serveur dans chaque centre et le paramétrer. Ce serveur devant en plus avoir bien sûr du GPU, donc c'est des cartes graphiques comme pour les gamers. Et en fait, ça, les hôpitaux, à l'époque, on n'était pas du tout équipés. Et à l'heure actuelle, on n'est que quelques hôpitaux à avoir du GPU. Mais à l'époque, c'était aussi indispensable de passer par là, d'avoir des serveurs dédiés pour avoir des capacités graphiques qui permettent d'accélérer les calculs d'IA. Si on fait un petit focus sur l'ingénieur data dans l'hôpital, sur ce projet-là, qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de choses. Donc, il y a eu bien sûr la définition du projet, la définition de la cohorte, quels sont les patients qu'on va traiter. Donc, il faut trouver les patients triple négatifs qui ont eu un acte d'Anapat au CLB et dont on peut retrouver du matériel. Déjà là, en une phrase, il y a beaucoup de travail. Ensuite, il y a eu la partie numérisation d'une image. Ces images, il a fallu les pré-processer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une image d'Anapat clinique, ça a des numéros de dossier clinique marqués en direct sur la lame. Il faut les supprimer pour que la donnée devienne pseudonymisée, pour qu'on la réutilise en recherche. Il faut la nettoyer. Il y a des sujets de taille d'image et de choses comme ça qu'il faut traiter. Et sur la partie clinique, il a fallu récupérer les données cliniques, à la fois saisies par un médecin ou par un ARC, et à la fois des données automatiques issues du dossier patient, les nettoyer et pouvoir se mettre d'accord avec l'Institut Curie sur quels sont le format de données quand on parle qu'on appelle les choses de la même façon et que parfois on n'avait pas les mêmes types de données, qu'on arrive à les fusionner. C'est cette notion d'alignement de référentiel qu'on voit ici. Ensuite, toute la partie Hawking a écrit les scripts qui permettent de faire le machine learning. C'est revenu sur le serveur qui est au CLB. Il y a eu l'entraînement des modèles et à la fin, les algorithmes finis. Ici, c'est un petit détail sur ce qui a été fait vu autrement. Donc, il y a eu une création manuelle de données par un médecin ou un ARC, l'ajout de données structurées automatiques, l'alignement sur des référentiels communs entre Curie et Gustave Roussy et des corrections à la main. Et côté Anapat, sélection des lames, scan, transfert en SVS, anonymisation et mise sur le serveur. Avec une annotation, d'ailleurs j'ai oublié, excusez-moi, une annotation à la main sur certaines lames. C'est un projet qui a été valorisé auprès de la BPI à 45 mois hommes pour le CLB sur tous les aspects, hein, pas que la direction du système d'information. Il faut voir qu'une lame d'Anapat, c'est quelque chose de très lourd. On parle de 2 gigas par lame, 1 à 2 gigas par lame.
Quand vous multipliez ça par le nombre de lames, si vous faites du scannage en routine, ça va assez vite. Là, c'était assez limité avec 100 lames. Un ordre de grandeur de coût, c'est 1 000 € par téraoctet sur 5 ans. Il faut bien sûr avoir un scanner de lames haute résolution. C'est un outil qui coûte en gros 250 000 €. Et puis, il faut scanner les lames. C'est beaucoup de temps humain, puisqu'il faut désarchiver des lames, sélectionner la bonne lame, la scanner et l'envoyer dans Kelopix. D'un point de vue RGPD, on n'a pas eu de consentement à obtenir, parce que c'est une étude rétrospective non interventionnelle. Donc, on a fait une information simple des patients qui n'étaient pas décédés. Aujourd'hui, au CLB, on a un mode de fonctionnement un peu plus facile que ça, puisqu'on remet une notice d'information à chaque patient, on trace la remise de cette notice d'information qui renvoie au site mesdonnées.unicancer.fr, dans lequel le patient peut, en disant quand il a été pris en charge et où, savoir quelles sont les études dans lesquelles il a pu être inclus. Ça évite d'envoyer un courrier à chaque patient pour chaque étude, ce qui serait ingérable, le nombre d'études qu'il y a chez nous et je pense dans tous les centres Unicancer. Qu'est-ce qu'on garde de ce projet pour le futur? On a constitué une base de données avec des lames d'Anapat et des données cliniques sur le cancer du sein triple négatif localisé. C'est une base de données qu'on continue à pouvoir utiliser pour d'autres projets. On a un référentiel commun entre le CLB et Curie. Il y a eu un article scientifique soumis à une revue internationale. On a un environnement sécurisé et connecté au système d'information hospitalier si on a d'autres projets d'apprentissage fédéré qui arrivent. Substrat, la brique d'apprentissage fédéré est open source, elle peut être utilisée pour d'autres projets. Et on a un pipeline pour passer des lames d'Anapat cliniques avec des numéros, des numéros de dossier et des noms, prénoms de patients partout à quelque chose de pseudonymisé pour la recherche. Quelques éléments clés pour finir. Qui ont fait la réussite de ce projet, une coopération très forte entre la DSI et le médecin porteur du projet et aussi la start-up, mais aussi plus largement tous les acteurs qui ont été évoqués plus tôt. Un temps important de data engineer pour faire toutes les étapes que j'ai détaillées dans une slide et une relation de confiance entre les acteurs principaux qui étaient préexistantes avec un premier projet. Les obstacles principaux, le projet à la base visait d'utiliser de la blockchain pour sécuriser les échanges de federated learning. Ça a été abandonné car trop complexe et abandonné, il n'apportait pas assez de choses. D'où le nom de Health Chain, c'est en rapport à la blockchain. Et puis, il y avait un outil qui permettait aux médecins d'explorer les données qui a aussi été abandonné, qui s'appelait OpenStudio. Et globalement, en 3 ans, c'était un projet très complexe. Je pense que c'est tout ce que je voulais, outre les annexes, vous présenter. Merci de votre attention, puis à dispo si vous avez des questions. Super, merci beaucoup, Monsieur Crochet. Moi, je me présente, je suis Yasmine Elouad, je suis la présidente de la SFJRO. Je vais prendre vos questions si vous en avez. On a un chat si vous voulez poser des questions. Peut-être en attendant que vous en posiez, j'en ai peut-être une. Enfin, peut-être 2. Premièrement, c'est très impressionnant, très intéressant, quelque chose qui va être clairement très porteur. Comment est-ce que vous imaginez comment est-ce que les internes qui veulent s'investir dans la recherche clinique, qui sont par exemple au CLB, qui voudraient éventuellement profiter de ces bases de données, comment est-ce que ça peut leur servir pour un projet de recherche clinique? Alors, ce que j'ai présenté là dans le cadre du projet, je pense que pour un interne qui a un projet, ce n'est pas forcément utile pour lui. En revanche, le reste de l'organisation qu'on a autour des data au CLB, qui était d'ailleurs aussi existante à Curie et Bergonié, autour de consorts, ça aide très souvent les internes, parce qu'ils veulent toujours savoir, quand ils ont un projet de recherche, je veux tant de patients qui ont des critères super spécifiques qui correspondent à leur projet de thèse. Donc, consort peut aider à trouver les patients très rapidement, même sur une recherche multi-critères avec je veux un scan avant le traitement, une IRM, HER2, voilà, plein de critères super spécifiques. On peut même faire de la recherche full text dans Consort, c'est-à-dire que si vous voulez taper cannabis pour voir si les patients prennent du cannabis, comme ça a été le cas pour un projet que j'ai vu cette semaine, c'est facile pour trouver les patients et on peut extraire des données qui ne sont pas encore parfaites, car pas validées par des humains, mais qui peuvent faire une première base de travail pour des projets de recherche. D'accord, entendu. On a une main levée, professeur Vincent Grégoire, si vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Hugo pour cette présentation et félicitations pour un article publié dans une revue non négligeable.
Dans ton introduction, tu mentionnais la difficulté que tu avais d'intégrer, en tout cas pour l'exemple CLB, les données qui sont dans les outils du CLB par rapport aux données qui sont plus spécifiquement en radiothérapie. La raison, je la connais, mais ma question est, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique au CLB ou est-ce que tu as rencontré la même difficulté dans les autres centres anticancéreux? Et quelle que soit ta réponse d'ailleurs, je pense que ça mériterait qu'on discute pour essayer de résoudre cette difficulté parce que c'est dommage, peut-être ça ne s'appliquait pas directement à ton projet actuel, mais dans d'autres pathologies, là je pense qu'il y aura la nécessité, plus que la nécessité, l'obligation d'avoir une connexion parfaite entre les bases de données au sein d'une même institution. Tout à fait. Si c'est dans le PMS, c'est bien qu'on avait envie de le faire. Ça n'a pas été fait dans le passé pour des raisons diverses et variées. Ce qu'on a actuellement, c'est le PMSI. Donc, dans le PMSI, on retrouve le fait qu'il y ait ou pas de la radiothérapie, sur quelle date et des données très macro. Donc, ça, c'est déjà affiché dans le consort. Et dans la frise chronologique de consort, on voit déjà les séances de radiothérapie. On veut aller plus loin parce que je pense que vous avez besoin plutôt de données de type dose, des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus radiothérapie. Et ça, c'est un projet qui est devant nous et j'ai tout complètement dans les cartons de pouvoir injecter ces données qui viennent de Mosaïque ou d'autres outils dans le périmètre global et qu'on puisse faire des recherches croisées. C'est complètement dans ce que j'ai en tête à faire dans les prochains mois et années. Il y a beaucoup de données d'images aussi qui sortent de radiothérapie et qui peuvent être confrontées à des données d'images diagnostiques et d'images de suivi et qui peuvent, à mon avis, être une mine d'or en termes de données exploitables, on peut l'espérer, selon les questions qui se posent. Merci en tout cas pour ta réponse. Alors, on a une autre question du docteur Guillard. Quel avenir pour l'algorithme généré, valorisation, essai, propriété? Alors, l'algorithme qui a été développé, il a des performances qui sont en même temps bonnes et en même temps, je crois qu'elles sont quand même meilleures que l'existant clinique et tout ça, mais elles ne sont pas non plus exceptionnelles. Donc, je pense qu'il y a encore des projets pour améliorer les résultats de l'algorithme, mais il y a des discussions en cours avec Okin et les membres du projet pour le tester dans un essai clinique. Et en termes de valorisation, il y a eu un contrat cadre qui a été signé entre les acteurs, qui est en partie confidentiel, mais ce que je peux vous dire, c'est que si l'algorithme venait à être vendu, commercialisé sous forme d'un marquage CE un jour, ce qui paraît quand même relativement lointain pour les problématiques que je vous ai évoquées, il y aurait une redistribution des éventuels revenus entre les acteurs. Parfait. J'ai une autre question de Monsieur Flamand de Rennes qui vous félicite pour ce projet. Pouvez-vous rappeler les effectifs de la DSI de Léon Bérard hors pôle data? Y a-t-il eu des staffings, montées en charge, recrutement, prestations informatiques spécifiquement pour le projet? Donc, on est 30 à la direction du système d'information, avec la spécificité qu'on développe en interne notre dossier patient. Donc, on a une équipe qui est un peu plus grosse sur la partie développement que d'autres n'ont pas. Est-ce qu'on a recruté spécifiquement pour ce projet? Oui, donc il y a eu le data engineer qui a eu du temps dédié complètement sur ce projet-là. Et le reste a été fait sur les ressources habituelles du CLB, notamment sur toute la partie infrastructure qui a beaucoup travaillé pour mettre en place le serveur. Et avec la multiplication des projets qui arrivent, on commence à se ressentir le besoin d'avoir des ressources dédiées sur les projets de recherche qui aient des compétences infrastructure. Voilà, avec le temps qui avance et les projets qui augmentent, on staffe de plus en plus de gens, à la fois côté projet, développement, data engineer et côté infrastructure. Parfait. Docteur Guillard, je vous vois lever la main, vous voulez prendre la parole? Oui, merci encore pour ce magnifique topo. J'ai une question en termes de périmètre du système d'information. Parce qu'en radiothérapie, là, on est confronté au fait que beaucoup de patients sont pris en charge dans les hôpitaux périphériques ou dans d'autres centres que le nôtre. Et même si on avait toutes les données à disposition du dossier médical patient de l'établissement, on aurait quand même envie d'aller chercher l'information ailleurs, à l'endroit où il a eu une biopsie, à l'endroit où il a eu une chimiothérapie non-adjuvante, à l'endroit où il y a une chimiothérapie adjuvante, etc. Qui sont dans d'autres établissements. Est-ce que vous, au centre Léon Bérard, c'est un frein pour vous? Est-ce que vous comptez y remédier éventuellement en allant piocher l'information dans vos hôpitaux partenaires? Je pense par exemple à l'hôpital de Bourgoin ou des choses comme ça, ou c'est encore trop tôt? Alors, pour moi, c'est pas
un sujet à ma connaissance parce que les patients, soit ils arrivent avec leur dossier papier, soit on a beaucoup, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a CISRA, ZEPRA, tout ça, c'est la MSS, la messagerie sécurisée de santé, qui est la plus développée en France historiquement. Et donc, ça fait des années qu'on fait du transfert de données entre hôpitaux quand le patient est dans la liste des correspondants, quand les hôpitaux travaillent ensemble. C'est-à-dire que si vous avez besoin dans la continuité de la prise en charge, on a tous les documents nécessaires et on peut demander le renvoi de documents au cours de la prise en charge. Donc, Après, document, mais pas forcément la donnée discrète, parce que là, on parle de l'âme d'anapathe, et j'imagine que vous n'avez pas une énorme cohorte sur le centre Léon Bérard, donc j'imagine peut-être, vous me corrigez, que c'est des biopsies qui ont été faites au centre. Ah oui, d'accord, je comprends bien la question. Oui, là, on n'avait que les données, bien sûr, que les prélèvements faits au centre. D'accord. Il n'y a pas de projet d'aller chercher des prélèvements qui ont été faits ailleurs, parce qu'encore une fois, en radiothérapie, nous, c'est un obstacle auquel on va se confronter. C'est-à-dire les prises en charge dans d'autres établissements où on ne va pas forcément avoir envie de se contenter de la donnée non structurée qui est accessible en NLP dans les documents, mais éventuellement d'aller chercher la donnée structurée qui est dans le logiciel métier. Je pense à la chimiothérapie et à d'autres logiciels. Ouais, il y a des projets nationaux pour favoriser l'échange de données via le DMP, mais c'est plutôt des échanges de compte rendu, puisque la visée elle est plutôt clinique à la base, même si je comprends qu'en clinique en thérapie, vous avez besoin de données structurées aussi, c'est ce que je comprends. Il y a aussi des projets pour favoriser les échanges de données d'images, avec du PAX-to-PAX qu'on utilise beaucoup. Aussi dans le DMP, il y aura un projet pour favoriser l'échange d'images. Je n'ai pas à ma connaissance de projets un peu cliniques, très industriels, très routiniers, d'échange de données structurées. La MSS permet de partager des fichiers structurés en pièces jointes, mais peut-être que l'export du logiciel métier d'un côté pour l'envoi et le réimport de l'autre est encore très complexe, où je ne maîtrise pas en détail le sujet. Okay. Et pour répondre à M. Grégoire, donc on travaille avec d'autres radiothérapeutes et des physiciens médicaux au modèle Osiris qu'on essaye d'enrichir avec les données de radiothérapie pour justement rendre interopérables toutes les données qui nous intéressent dans ce genre de projets qui sont absolument passionnants pour ma part. Mais bon, c'est moi qui organise le binaire, donc je suis motivé. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, j'ai l'honneur donc de clore ce dernier webinaire qui clôt un peu ce premier cycle de webinaire Unitrad SFGRO. Je tiens juste à rappeler, même si ça a été déjà dit par le docteur Guerre, que les diapos, enfin en tout cas le webinaire va être mis à disposition sur YouTube. Et vous pourrez aussi voir les 2 autres vidéos qui ont été faites sur ce cycle-là. Merci en tout cas, particulièrement à Monsieur Crochet pour cette belle présentation. Je tiens aussi à remercier Unitrad, le docteur Guillard, le docteur Rivera de nous avoir permis cette collaboration avec la SFGRO. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi à tous. Bravo pour l'organisation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.